Généralité sur le système nerveux. Avec un peu plus de 100 milliards de neurones, les cellules nerveuses, environ 1 million de milliards de synapses, les contacts que les neurones établissent entre eux, et des centaines de substances chimiques modulant l'activité de ce gigantesque réseau, le cerveau humain apparaît comme un ensemble d'une complexité inégalée au sein du monde vivant. Ainsi, des fonctions aussi élaborées que la mémoire, la conscience ou le langage résultent des propriétés physico-chimiques des neurones, des circuits qu'ils établissent entre eux et des informations qu'ils véhiculent sous forme de signaux électriques. Le système nerveux remplit trois fonctions principales, sensorielles, intégratrices et motrices. 1. Fonction sensorielle, il détecte certains changements, stimuli, à l'intérieur du corps, milieu interne, de même qu'à l'extérieur du corps, milieu externe. 2. Fonction intégratrice, permet d'analyser l'information sensorielle et de prendre des décisions au sujet des comportements appropriés. 3. Fonction motrice, il peut réagir aux stimuli par des contractions musculaires ou de sécrétions glandulaires. Division du système nerveux. Le système nerveux comporte deux divisions principales. 1. Le système nerveux central, Nevrax, il comprend l'encéphale ainsi que la moelle épinière. L'encéphale correspond aux trois organes qui sont situés dans la cavité de la boîte crânienne qui sont le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. La moelle épinière est située dans le canal rachidien qui résulte de la superposition des vertèbres de la colonne vertébrale. Ces organes du système nerveux central sont des centres d'intégration qui analysent et interprètent les informations sensorielles afin de donner des commandes motrices basées sur l'expérience de l'individu, sur les réflexes ainsi que sur les conditions qui prévalent dans l'environnement externe. 2. Le système nerveux périphérique, il est composé des organes du système nerveux situés à l'extérieur de la cavité crânienne et du canal rachidien, donc à l'extérieur du système nerveux central. Ces organes correspondent aux différents nerfs rattachés à l'encéphale ou à la moelle épinière. Les nerfs qui se rattachent au tronc cérébral de l'encéphale sont appelés les nerfs crâniens alors que ceux qui se rattachent à la moelle épinière sont des nerfs rachidiens car ils émergent du canal rachidien. Ce réseau de communication relie les organes et les viscères périphériques au système nerveux central. Le système nerveux est composé de deux principales cellules. Les cellules gliales dont l'ensemble porte le nom de névroglie. Elles représentent 90% de la totalité de cellules du système nerveux et ont pour rôle le soutien et la protection des neurones. Les neurones représentent 10% de la totalité des cellules du système nerveux, ils remplissent les fonctions spéciales attribuées au système nerveux. Neuf fois plus nombreuses que les neurones, les cellules gliales constituent la névroglie. Elles comprennent plusieurs types cellulaires aux multiples fonctions dont certaines commencent à peine à être connues. Ce sont des cellules de soutien pour le système nerveux. Elles sont beaucoup plus petites et plus nombreuses que les neurones. Elles sont capables de se répliquer par mitose. Parmi leurs fonctions on note, elles ont un rôle pour nourrir les neurones et éliminer les déchets. Elles guident la migration des neurones. Assurent une protection immunitaire. Isolent les axones des neurones. Au niveau du système nerveux central, on en distingue quatre types principaux. 1. Les oligodendrocytes, ce sont les cellules les plus courantes du SNC. Plus petites que les astrocytes avec des prolongements moins nombreux. Leur corps cellulaire est rond ou ovalaire. Fonction, elles assurent la myélinisation des fibres nerveuses et leur permettent ainsi d'augmenter la vitesse de conduction des signaux électriques qu'elles véhiculent. 2. Les astrocytes, ce sont des cellules étoilées dotées de nombreux prolongements. Elles se trouvent dans les substances grises et blanches du SNC. Fonction, régulent la composition du liquide extracellulaire où baignent les neurones et jouent également un rôle de soutien en participant à leur migration et à leur croissance au cours de leur développement. Très récemment, on a découvert qu'ils étaient aussi impliqués dans des mécanismes immunitaires. 3.
Les cellules microgliales, ce sont de petites cellules phagocytaires, macrophages, dotées de peu de prolongement. Fonction, elles sont chargées de nettoyer le tissu nerveux et de le débarrasser d'éventuels intrus. 4. Les épendymocytes, ce sont des cellules épithéliales disposées en une couche et dont les formes varient de pavimenteuses à cylindriques, ciliées. Fonction, elles forment le revêtement épithélial continu des ventricules cérébraux et du canal épendymaire. Au niveau périphérique. On en connaît un seul type représenté par les cellules de Schwann, du nom du physiologiste allemand Theodor Schwann qui les a observées à la fin du XIXe siècle. Ce sont des cellules aplaties disposées autour d'axones dans le SNP. Fonction, elles assurent la myélinisation à l'intérieur des nerfs et servent de support aux fibres dépourvues de myéline. Enfin, on sait depuis peu que les cellules gliales participent à la formation des synapses et qu'elles sont capables de renforcer ou d'affaiblir les mécanismes de la transmission synaptique au cours du temps. Les cellules de la névroglie. Cellule de base du système nerveux, le neurone est la cellule responsable de la genèse, création, du traitement et de la propagation des informations. Le neurone est une cellule communicante, chaque neurone reçoit des informations de 100 000 neurones et envoie des informations vers 100 000 neurones. De forme variable, le neurone est composé des éléments suivants. Le corps cellulaire ou péricaryon. Les prolongements cytoplasmiques représentés par les dendrites. L'axone. Le corps cellulaire, péricaryon ou soma. Il n'a pas de forme définie. Son diamètre varie entre 5 et 135 micromètres. Entouré par une membrane appelée neurolème. Renferme un noyau entouré d'un cytoplasme appelé neuroplasme qui comprend des organites tels que les lysosomes, les mitochondries et appareils de Golgi. Des structures caractéristiques des neurones font partie du cytoplasme appelé les corps de Nissl. Les prolongements cytoplasmiques. Les dendrites et l'axone sont des expansions du cytoplasme qui permettent aux neurones d'entrer en relation avec d'autres neurones, synapses interneuronales. Des récepteurs sensoriels, synapses neurosensorielles. Des cellules musculaires ou glandulaires, synapses neuroeffectrices. Les dendrites. Les dendrites sont généralement courtes, nombreuses et bien ramifiées. Les dendrites ne sont pas myélinisées. Elles contiennent des mitochondries, du réticulum endoplasmique lisse, de nombreux microtubules et sont riches en ribosomes, ce qui leur permet d'effectuer la synthèse d'une partie de leurs protéines. Certaines d'entre elles présentent parfois à leur surface des milliers de petites excroissances cytoplasmiques dont la taille n'excède pas 2 micromètres, qui sont dénommées épines dendritiques et qui sont généralement le siège d'un contact synaptique. L'axone. C'est un long prolongement, fin et cylindrique qui peut être myélinisé. Il s'unit au corps cellulaire au niveau d'une élévation de forme conique appelée cône d'implantation de l'axone. L'axone est toujours unique mais il peut émettre des collatérales qui lui permettent de distribuer ses messages dans différentes directions. L'axone et ses prolongements se terminent en se divisant en de nombreux prolongements fins appelés terminaisons axonales. Les extrémités des terminaisons axonales enflent et deviennent des structures bulleuses appelées boutons terminaux synaptiques renfermant des vésicules synaptiques qui stockent les neurotransmetteurs. Son cytoplasme, parfois dénommé axoplasme, est dépourvu de ribosomes. Il contient un peu de réticulum endoplasmique lisse, des mitochondries et des microtubules. Classification des neurones. Les différents neurones du système nerveux sont classés selon leur structure morphologique et selon leur fonction. La classification structurale, elle nous permet de définir 3 types de neurones multipolaires, neurones bipolaires, neurones unipolaires. La classification structurale tient compte du nombre de prolongements partant du corps cellulaire. La classification fonctionnelle, on compte 3 types de neurones, les neurones sensoriels, les neurones moteurs, les interneurones. La classification fonctionnelle tient compte du type de propagation de l'influx nerveux. La classification structurale. 1. Les neurones multipolaires, ils possèdent généralement un certain nombre de dendrites et un axone. La plupart des neurones de l'encéphale et de la moelle épinière sont de ce type. 2. Les neurones bipolaires, ils ont un seul axone et une seule dendrite. Ils se trouvent dans la rétine, l'oreille interne et l'aire olfactive du cerveau. 3. Les neurones unipolaires, ils sont dotés d'un seul prolongement issu du corps cellulaire.
Ce prolongement se divise en deux branches à courte distance du corps cellulaire. La classification fonctionnelle. 1. Les neurones sensoriels, appelés aussi neurones afférents, ils transmettent des informations sur l'environnement vers la moelle épinière et le cerveau, dendrites connectés aux récepteurs sensoriels. 2. Les interneurones, ils se trouvent dans la moelle épinière et le cerveau, interprètent les données sensorielles et commandent une réaction adéquate. En plus, ils transmettent l'influx nerveux d'un neurone à un autre. 3. Les neurones moteurs, appelés aussi neurones efférents, ils transmettent des impulsions ou des ordres aux muscles et aux glandes. Les fibres nerveuses, les axones très souvent, les dendrites beaucoup plus rarement, sont parfois recouvertes d'une gaine de myéline isolante constituée d'une spirale à tour jointif de membranes plasmiques particulièrement riches en lipides, cholestérol, phospholipides, glycolipides, qui leur permet d'augmenter la vitesse des signaux électriques qu'elles véhiculent. On distingue ainsi des fibres amyéliniques, dépourvues de myéline, dont la vitesse de conduction n'excède pas 2,3 mètres par seconde. Des fibres myélinisées dont la vitesse de conduction, proportionnelle à l'épaisseur de myéline, peut atteindre 120 mètres par seconde. Le processus de myélinisation démarre au cours de la vie intra-utérine et se poursuit plusieurs années après la naissance, ce qui explique que certaines fonctions du système nerveux ne soient matures que tardivement. A l'inverse, il peut s'opérer au cours de la vie un processus de démyélinisation à l'origine de la sclérose en plaques, CEP, une maladie neurodégénérative impliquant les cellules gliales. La production de myéline est en effet assurée par les oligodendrocytes au niveau central et par les cellules de Schwann au niveau périphérique. Dans le névrax, SNC, chaque oligodendrocyte émet plusieurs prolongements membranaires de manière à myéliniser les axones, plusieurs dizaines, qui se trouvent à sa proximité. Il s'ensuit que la gaine de myéline est régulièrement interrompue, laissant l'axone à nu au niveau de courtes régions qui portent le nom de nœud de Ranvier. Dans les nerfs, le processus de myélinisation est un peu différent. Chaque cellule de Schwann commence par entourer complètement une portion de fibre nerveuse de plusieurs tours de sa membrane. La gaine de myéline est donc ici encore régulièrement interrompue par des nœuds de Ranvier, l'intervalle entre chaque nœud correspondant au territoire de myélinisation d'une cellule de Schwann. Pendant longtemps, l'organisation même du système nerveux fut matière à discussion et vit s'affronter deux théories. Une conception réticulariste, selon laquelle les neurones formaient un gigantesque réseau où ils étaient en continuité les uns avec les autres. Une conception neuroniste, selon laquelle les neurones étaient indépendants les uns des autres et n'entretenaient entre eux que des relations de contiguïté. La controverse ne sera finalement résolue qu'avec l'avènement du microscope électronique dans les années 1950 qui montrera clairement que les neurones sont des cellules indépendantes et qu'elles communiquent entre elles au niveau de régions particulières dénommées synapses. Une synapse est une jonction spécialisée à travers laquelle l'influx nerveux est transmis d'un neurone à l'autre, transmission synaptique, via des messagers chimiques, les neurotransmetteurs. Toutes les synapses interneuronales, on dit également neuroneuroniques, présentent invariablement la même organisation de base. Un élément présynaptique appartenant à un premier neurone, c'est une terminaison axonale qui forme un petit renflement ou bouton terminal. Il possède des mitochondries et des vésicules synaptiques contenant les neurotransmetteurs. Une fente synaptique séparant les deux neurones, c'est le lieu de passage des neurotransmetteurs de l'élément présynaptique vers l'élément postsynaptique distant en moyenne de 20 à 50 nanomètres. Un élément postsynaptique appartenant à un deuxième neurone, il possède au niveau de sa membrane des récepteurs des neurotransmetteurs libérés des vésicules de l'élément présynaptique. Type des synapses. Toutefois, en fonction de critères morphologiques et fonctionnels, on est amené à opérer plusieurs distinctions. Sur un plan morphologique, on distingue des synapses axodendritiques, entre l'axone de l'un et la dendrite de l'autre. Des synapses axo-axoniques, entre deux axones. Beaucoup plus rarement des synapses somatosomatiques, somatodendritiques et dendrodendritiques. Sur un plan physiologique, on distingue des synapses électriques, des synapses chimiques. La transmission synaptique. La transmission synaptique comprend les étapes suivantes. 1. Un potentiel d'action atteint la terminaison axonale. 2. L'influx de calcium, Sa+, provoque la fusion des vésicules synaptiques contenant le neurotransmetteur à la membrane présynaptique.
3. Le neurotransmetteur est libéré par exocytose dans la fente synaptique. 4. Le neurotransmetteur diffuse à travers l'espace synaptique jusqu'à la membrane postsynaptique et se lie aux récepteurs spécifiques situés sur cette membrane. 5. La perméabilité de la membrane postsynaptique est modifiée, ce qui génère un influx au niveau du cours postsynaptique. 6. Le neurotransmetteur est éliminé de la synapse. L'arrivée d'un potentiel d'action dans la terminaison présynaptique va déclencher l'ouverture de canaux électrodépendants au calcium. Celui-ci rentre alors dans la cellule. La présence de calcium à l'intérieur de la cellule permet de provoquer la migration des vésicules synaptiques jusqu'à la membrane. Une fois en contact avec la membrane, elles libèrent leur contenu par exocytose et aboutit à la libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique. Le neurotransmetteur présentant une forte affinité avec les récepteurs de la membrane postsynaptique, il s'y fixe par complémentarité stérique. Les récepteurs sont des protéines canaux-chimiodépendantes, c'est-à-dire que leur ouverture dépend de la présence d'une substance chimique, en l'occurrence ici le neurotransmetteur. Selon le type de synapse considéré, la combinaison neurotransmetteur-récepteur se traduit par une action excitatrice ou inhibitrice de la membrane postsynaptique. Une fois l'influx passe dans l'élément postsynaptique, le neurotransmetteur est désactivé pour éviter que l'excitation ou l'inhibition qu'il a provoquée en se combinant avec les récepteurs postsynaptiques ne se prolonge. Selon le type de neurotransmetteur, deux mécanismes sont responsables de cette inactivation, soit il est dégradé par une enzyme spécifique dans la fente synaptique. Soit il est recapté, cas le plus courant, par la terminaison présynaptique et peut ainsi être réutilisé.